Chapitre 3. La quête et l'iconotexte, quand le texte et l'image ne veulent faire qu'un. Qu'il s'agisse de textes typographiques, calligraphiques, peints, inventés ou animés, le mot illusionne d'être l'égal du motif pictural. De nombreux artistes et graphistes ambitionnent donc une fusion totale entre texte et image pour créer ce que l'on appelle un médium total et absolu. Les artistes en quête de cette fusion cherchent à créer un objet hybride qui permet de produire du sens et ou une émotion. C'est ce qui définit l'iconotexte, c'est-à-dire un espace visuel de rencontre entre deux systèmes sémiotiques. L'iconotexte présuppose donc qu'il y ait une fonction totale entre texte et image. L'un ne prime pas sur l'autre. Le philosophe américain Nelson Goodman, né en 1906 et mort en 1998, affirme que le langage et le visuel interagissent de façon égale. Selon lui, ni le texte ni l'image ne cèdent sa place à l'autre puisque les deux contribuent à l'assimilation du message. Pour illustrer le propos de Goodman, le bestiaire typographique Bembozu, réalisé par Robert de Vic de Kumpich, présente des lettres qui s'animent pour présenter les espèces animales et il illustre bien le fait que texte et image participent ensemble à l'assimilation des espèces. Sans lettres, les figures animales n'existeraient pas, et sans l'existence de cette une, les lettres n'auraient pas lieu d'être ainsi, interdépendance de la lettre et de l'image. Cependant, il n'y a pas de fusion puisqu'une fois encore l'animal composé comme tel, l'image prime sur le langage écrit. En opposition à cette thèse, Edward Said, théoricien de l'histoire de l'art américain, tend à démontrer le contraire. Pour lui, l'écriture n'a pas la capacité de représenter le visuel. Elle peut s'en rapprocher au moyen de la description très précise, mais l'imagerie imaginaire de chacun interprétera ce texte différemment. Même la métaphore ne permet pas de fusionner avec l'image. Sur l'exemple de la métaphore de la passion, lorsque l'amant déclare « Je brûle de désir pour toi », à aucun moment sa partenaire n'envisage d'aller chercher un extincteur. La dimension langagière domine ici la figure imagée du propos. Le postulat déconstruit donc l'hypothèse d'une fonction possible entre le langage verbal et imagé. À ce jour, il semblerait donc que l'existence supposée de l'iconotexte n'a pas pu être prouvée. Artiste numéro 1, B.S. Johnson, né en 1933, mort en 1973. Écrivain et plasticien rendu célèbre pour la critique de ses échecs, son nom souvent véhiculé dans l'univers culturel fait l'objet de critiques acerbes qui auront raison de lui. Convaincu qu'une fusion entre l'art littéraire et l'art plastique était possible, il ambitionne de devenir le premier homme à réaliser un objet, dans lequel texte et image ne connaissent aucune frontière. Il essaie alors tout au long de sa carrière de transcender les limites sensorielles de l'homme pour démontrer la simultanéité du texte et de l'image. Il développe alors une série d'expérimentations autour de la lecture interactive. 2 ans avant sa mort, il publiera alors un roman incompris de tous, Fine Gang Wake, dans lequel il tente de créer chez le lecteur l'expérience du sommeil simultanément à celle de lire. En 1969, il publie The Unfortunates. Cet ouvrage est composé d'un recueil de livrets rassemblés au sein d'une boîte qui ressemble à un livre. L'introduction et la conclusion sont rédigées en tant que telles. Aucun des 26 fascicules ne comporte de nom, de chapitre ni de folio. De cette manière, l'artiste casse les codes attendus du roman. Chaque livret se compose de 12 pages, mais dans chacun des exemplaires de cet ouvrage, les livrets sont ordonnés de manière aléatoire et différemment. De cette manière, B.S. Johnson propose de vivre une expérience unique. Chaque lecteur est alors confronté à des milliers d'ordres de lecture de romans. Selon lui, la réalité matérielle de cet ouvrage, permettant au lecteur de vivre l'expérience du protagoniste, à savoir un homme confronté à une confusion psychique et mentalement fragile, chaque lecteur, en dépit de l'ordre aléatoire des chapitres, est capable de s'imaginer la narration. Certes, le concept est novateur, toutefois, on ne peut pas parler ici d'iconotexte puisque la forme plastique de l'ouvrage prend le pas sur la forme langagière. On ne peut même pas parler d'expérience littéraire puisque la séquence narrative est rendue trouble et que l'intrigue est absente. Si la narration n'est pas intelligible, on ne peut pas définir cette œuvre comme roman. Ici, la forme ludique de l'objet anéantit donc l'expérience de lecture. Il n'y a alors pas de fusion possible entre texte et image. En 1971, il connaîtra un nouvel échec dans une comédie gériatrique littéraire, House Mother Normal. Il tente de nous faire vivre le quotidien d'une personne sénile. Lors de la séquence narrative d'un vieillard, le lecteur se retrouve face à 20 pages blanches, puis la narration reprend. Le narrateur nous explique que ces 20 pages blanches sont l'expérience d'endormissement du vieillard pendant son monologue et qui dure 20 minutes. Ici encore, l'expérience imagée ne fonctionne pas avec l'expérience langagière, puisque cela présumerait que le lecteur met 20 minutes pour tourner 20 pages. Par ailleurs, il est actif et non endormi. Il n'y a donc pas de fusion entre l'expérience de lecture et le protagoniste. 2 ans après, il mettra fin à ses jours pour ne pas être parvenu au moyen de ses expériences échouées.
Artiste numéro 2, Richard Long, né en 1945. Artiste britannique rendu célèbre pour ses marches, il dit « Le fait d'être un artiste marchand me permet d'agir sur l'imagination du spectateur. Dans les années 60, la préoccupation principale des artistes est de relier l'art à la vie. Ce qui a pour conséquence la modification de la destinée d'une œuvre. Désormais, les artistes n'ambitionnent plus exclusivement que les œuvres soient exposées dans des musées. L'art se dématérialise donc au profit de l'intellectualité. Le travail de Richard Long s'inscrit dans une démarche en investissant le monde réel. Le courant artistique Land Art, né en 1968, devient alors le carrefour d'une multitude de pratiques artistiques avec pour point commun l'élément naturel comme matériau principal de l'œuvre. Bien que Richard Long ne se définisse pas comme un land artiste, son travail dans son champ d'action est dans un souci de restitution de l'œuvre qu'il va impliquer l'image et le texte dans son travail. Son œuvre intersémiotique implique donc langage et image et traduit la volonté de l'artiste de faire fusionner son expérience personnelle à celle du contemplateur. La résultante de son travail devient alors le substrat matériel d'une expérience personnelle. Ici, 24 Miles in 8 Hours est son œuvre, des allers-retours toujours en ligne droite sur de l'herbe. Richard Long réalise des marches jusqu'à ce que son passage emprunte l'environnement naturel. Dans un premier temps, il photographie le lieu de ses marches pour donner à voir son expérience physique. Par la suite, il ajoute au visuel une dimension imagée dans un désir de transmission totale de sa marche. Mais en 1996, il réalise Earl's Miles, 82 miles en 24 heures, 24 miles en 82 heures. De cette marche, il ne restituera que son concept énoncé en quelques mots. Il abandonne le support photographique, son œuvre devient alors langagière et selon lui, le texte est la seule résultante possible pour rendre cela visible. Pour Richard Long, supprimer l'image permet d'anéantir toute distinction entre texte et image. Il introduit dans son œuvre l'idée que le texte traduit la phénoménologie. Si pour lui, la suppression de l'image permet de ne plus la différencier du texte, le texte résumant son expérience, il ne suffit pas à lui seul à donner à voir au spectateur le paysage dans lequel il a évolué. La plasticité de son expérience disparaît, la simultanéité texte-image n'a pas lieu, l'iconotexte est alors inexistant. Artiste numéro 3, Mark Danielewski, né en 1966. Auteur et graphiste qui va travailler principalement dans une recherche de mise en abîme du texte par la composition de grilles typographiques de l'ouvrage, la fusion qui détermine l'existence de l'iconotexte présume donc qu'il n'y ait qu'un niveau de lecture entre deux médiums, à savoir texte et image. Le graphisme typographique joue un rôle dans cette recherche de simultanéité. La typographie incarne l'image du discours. L'artiste va donc travailler sur la composition typographique des pages de ses romans pour établir une dimension sensorielle qui permettrait au lecteur de s'imager avec précision la narration. Il estime que peu importe la langue de traduction de ses ouvrages, la mise en abîme de la narration par le travail de la grille typographique est suffisante à l'interprétation du texte. House of Leaves, il s'agit du premier roman de l'écrivain, publié en 2000 aux USA et en 2002 en France. L'artiste nous propose un ouvrage dont la séquence narrative se subdivise en plusieurs narrations. Pour pallier à cette intrigue complexe, l'auteur fait le choix d'une mise en page différente sur chacune des doubles pages du roman, qui fait en tout 724 pages. Un jeune couple de vidéastes fait l'acquisition d'une maison dont la particularité est que les proportions intérieures évoluent sans raison apparente. L'homme du couple choisit donc d'enquêter pour en faire un documentaire. Selon son enquête va l'amener à rencontrer un voisin qui lui-même enquête sur un livre retrouvé chez un ami non-voyant disparu, qui comporte des annotations et qui s'était épris d'une jeune serveuse dont les parents étaient les propriétaires de la fameuse maison qui bouge. Les narrations de cette intrigue complexe sont interdépendantes les unes des autres. Pour accompagner l'étrangeté de son récit, l'auteur tente d'illustrer en tant que réaliste. Les narrations de cette intrigue complexe sont interdépendantes les unes des autres. Pour accompagner l'étrangeté de son récit, l'auteur tente d'illustrer en temps réel l'histoire au moyen d'une mise en page restructurée et évolutive. Les différents blocs de texte présents sur les pages invitent le lecteur à percevoir l'importance d'une narration par rapport à l'autre à chaque moment du récit. La composition des blocs de texte en double page illustre les proportions internes de la maison. Aucun code couleur ou typographique ne permet d'identifier une narration sur la page, à l'exception d'un filet bleu partiellement présent qui identifie que l'action racontée à l'intérieur de... Aucun code de couleur ou typographique ne permet d'identifier une narration sur la page, à l'exception d'un filet bleu partiellement présent qui identifie que l'action racontée à l'intérieur de la maison se déroule à l'intérieur de la maison. Si l'histoire du non-voyant prend le dessus sur l'une
autres histoires à un moment T, le texte qu'il identifie sera davantage valorisé d'un point de vue de la mise en page uniquement. Si les murs rendent l'espace de la maison très étroite, le texte sera alors composé en superposition pour que le lecteur ressente l'oppression des protagonistes. En conséquence de cela, l'exercice de lecture est rendu très complexe. Le lecteur peut alors se sentir perdu comme les protagonistes le sont dans leur maison, mais à aucun moment il ne peut reconstituer l'histoire par la simple mise en page. La perception du contenu visible prédomine donc le contenu lisible, il n'y a donc pas de simultanéité et donc pas d'iconotexte. Artiste numéro 4, Xu Bing, né en 1955, toujours vivant. Particulièrement sensible à l'écriture chinoise, il dit « Les caractères sont la substance la plus fondamentale de la pensée humaine ». L'artiste s'intéresse à l'interdépendance d'un lettrage par rapport à la culture. Son travail va révéler l'évolution sociale du caractère chinois qui a connu un bouleversement esthétique sous l'ère de Mao Tse-tung, qui impose une simplification de l'écriture afin que toutes les classes sociales soient en mesure de lire et d'écrire. Dans les années 80, il supprime les caractéristiques formelles qui rendent identifiable le lettrage chinois. Landscript est l'œuvre qui témoigne d'une réflexion sur le lien entre le sens textuel et la forme plastique. L'artiste explore donc les possibilités qui existent entre l'écriture et le pictural. Explorer les campagnes par la langue. Pour identifier le texte, il faut être proche de la toile, or on ne peut pas observer le paysage et inversement. Pas de fusion entre le texte et l'image. Une histoire sans mots, paru en 2011, est un roman qui n'utilise que des émoticônes, substitue l'image à la lettre, traduit l'évolution sociale du texte. Le récit de 150 pages retrace les 24 heures d'un employé de bureau soumis à la routine. L'image, ici les émoticônes, sont devenus une forme de langage écrit. L'iconotexte pourrait être reconnu. Toutefois, la part d'interprétation du lecteur dans la narration ne permet pas de pallier l'acte de lire. L'ambition ici est que le lecteur perçoive l'ennui du protagoniste du bureau. La dimension ludique de l'écrit ne permet pas une description détaillée ni un exercice ennuyeux. Artiste numéro 5, Blaise Sandard et Sonia Delaunay. Poète français et plasticienne, les deux artistes se rencontrent lors d'un dîner chez Apollinaire, à une période où le monde de la poésie est en plein questionnement sur la façon de rendre compte simultanément d'un texte et de sa réalité figurée. Plasticiens et poètes vont donc chercher à briser cette frontière entre texte et image. Roland Barthes, en 1977, a dit « On pourrait imaginer des productions de langage de toute forme, que ce soit pour réduire l'inadéquation fondamentale du langage et du réel. » À cette même époque, Georges Braque et Pablo Picasso font appel au collage et au texte pour imiter des éléments du réel dans l'image. Les poètes, à partir de 1912, cherchent donc un procédé visuel pour illustrer leurs vers afin de remettre en question la capacité de l'art à produire des images du réel. Poètes et plasticiens vont donc travailler de manière commune pour tenter de parvenir à une simultanéité de la perception verbale et visuelle. C'est donc dans ce cadre que Sandard et Delaunay vont s'associer pour réaliser la première tentative de simultanéité écrite. La prose du transsibérien de la petite Jeanne de France. L'ambition de cette œuvre est de manipuler les couleurs pour permettre à l'œil de percevoir la dimension textuelle et imagée du poème en un seul regard. Il s'agit d'un poème tableau plié en accordéon, dimension fermée 18 sur 11 cm, dimension ouverte 199 sur 36 cm. Technique, aquarelle sur parchemin japonais, publié en 1913. La prose évoque le premier voyage en train de Sandard entre la Russie et la France, en compagnie de Jeanne, une jeune prostituée parisienne. Cette œuvre, qui se veut être le premier ouvrage simultané, a pour enjeu que le spectateur saisisse en même temps le texte et son intensité picturale. Le poème se constitue de 445 vers composés en 18 polices de caractères différentes. Les irrégularités de la composition typographique sont la traduction de degrés d'intensité de ce voyage, et la mise en couleur qui épouse le texte serait la traduction de la vitesse fluctuante de la locomotive. Les aplats de couleurs de Delaunay traduiraient la force émotive de Sandard pour que l'ensemble apparaisse à l'œil simultanément sur le support. Delaunay a peint de manière synchronisée avec l'écriture de Sandard, de sorte à ce que le travail pictural soit partie intégrante du texte. Pour les deux artistes, la mise en couleur transcendait l'illustration classique de la poésie et formerait une œuvre totale. Les variations de cases de l'œuvre de Sandard illustrent l'évolution de sa pensée à l'égard de Jeanne, ce qui selon lui permet déjà au texte lui-même d'offrir une interprétation visible du poème. Bien que ce travail soit encensé par Apollinaire, la simultanéité revendiquée dans cette œuvre ne demeure que gestuelle au moment de sa création et ne permet pas à l'image et au texte de ne faire qu'un. L'artiste ne s'appelle pas Blaise Sandard, mais Blaise Sandrars.